Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans un studio à Arras, en France, pour animer le webinaire qui est intitulé Bag-in-Box, explorer le nouveau paysage de l'emballage. Je m'appelle Galina Smirnova, responsable marketing et chef de projet Nouveau Marché de la division Bag-in-Box. Et à mes côtés se trouve Patrick Vuchot, notre directeur scientifique, et Aline Martin, chef de projet R&D. Tout d'abord, bienvenue et merci de nous rejoindre. Si vous souhaitez poser une question pendant notre webinaire, vous pouvez la mettre dans le chat. Les questions ne seront visibles que par nous et nous reviendrons vers vous avec des réponses après le webinaire pour discuter de tous les sujets individuellement. Alors, chers collègues, pourquoi est-il impératif en ce moment de discuter de l'avenir de Bag-in-Box? Alors c'est très important parce que en ce moment il y a beaucoup de changements dans la réglementation européenne sur les emballages et notamment les emballages plastiques. Donc il est important de se maintenir informé et également d'être prêt à ajuster ces emballages pour répondre à ces nouvelles réglementations. Le meilleur exemple, c'est la directive SUP, Single Use Plastic, directive des emballages à usage unique, qui impose, qui est entrée en vigueur donc le 3 juillet de cette année, et qui impose que pour les emballages de boissons uniquement, de 3 litres et moins, eh bien, il n'y a aucune partie du robinet qui se détache. Donc la conséquence pour nous, c'est que le robinet standard Vitop, nous ne pouvons plus le commercialiser et le produire pour ces applications de boissons inférieures ou égales à 3 litres sur le marché européen. Par contre, évidemment, ça peut toujours continuer à être utilisé pour l'export en dehors de la communauté européenne ou pour des applications non alimentaires. Patrick avait mentionné des boissons. Aline, est-ce que tu pourras l'expliquer quels produits sont concernés par cette directive et est-ce qu'ils sont pareils pour les pouch-up? Oui, donc c'est important de bien connaître le périmètre de cette nouvelle directive. Donc au niveau des emballages, sont concernés tous les emballages qui peuvent contenir des liquides. Donc les bouteilles, les briques, les canettes, et puis les emballages flexibles, donc, comme les outres pour le bag-in-box, et effectivement les pouch. Et au niveau des boissons, donc les vins sont concernés, mais aussi les jus de fruits, les boissons rafraîchissantes, le lait et l'eau. Alors, une petite précision sur les yaourts liquides et les soupes qui sont des produits liquides. Il faut faire attention parce que ce sont des aliments, ce ne sont pas des boissons. Donc, à pas confondre, ces produits-là ne sont pas concernés par la directive. Et puis ensuite, donc, comme Patrick l'a mentionné, tous les emballages qui sont au-dessus de 3 litres ne sont pas concernés et donc ils peuvent continuer à utiliser des bouchons détachables. Ok, d'accord. C'est clair pour les applications. Et si certains de nos clients ont encore des stocks de robinets comme Vitop original avec le témoin d'enviabilité détachable, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose avec ces stocks ou pas? Alors c'est une question qui est très complexe parce que ça dépend de chaque pays. En effet, ici, il s'agit d'une directive et pas un règlement. La directive a la caractéristique que chaque État doit intégrer ces éléments dans sa propre réglementation. Le texte ne s'applique pas tel quel. Du coup, chaque État peut aussi apporter des ajustements à la marge. Et c'est le cas, effectivement, l'application n'est pas exactement la même dans chacun des pays. Le cas général, c'est qu'un emballage doit être conforme lorsqu'il est déposé vide sur le marché pour la première fois. Donc, avant le 3 juillet de cette année, le robinet Vitop avec l'inviolabilité détachable était donc réglementaire et ensuite, donc, il peut, dans ce cas, être revendu, rempli et mis à disposition du consommateur final, même après cette date. Par contre, il ne pourra pas changer de pays. On ne pourra pas le vendre dans un autre pays, puisqu'on parle ici de mise sur le marché d'un État membre et pas mise sur le marché européen. Il y a des spécificités, évidemment. Donc, par exemple, la Pologne. Pour la Pologne, c'est l'emballage rempli qui doit être conforme et pas l'emballage vide. Donc, il est non seulement nécessaire un bag-in-box avec le robinet détachable doit non seulement avoir été vendu vide en Pologne, mais également rempli en Pologne avant pour pouvoir être utilisé ensuite, par la suite, après cette date. Et la date, elle, en Pologne, c'est le 1er juillet, pas le 3 juillet. La date du 1er juillet concerne également le Portugal, par exemple.
Pour ce qui est de la Scandinavie, par exemple la Suède ou la Finlande, qui ont des monopoles, ces monopoles ont décidé de ne plus accepter les robinets détachables à partir du 3 juillet. Bon, c'est clair. Et existe-t-il les pénalités si l'une des conditions n'est pas remplie? Ah oui, effectivement. Il peut y avoir des pénalités même très importantes et qui dépendent là encore des pays, puisque pour l'Espagne, c'est 100 000 €, mais ça peut monter jusqu'à 3,5 millions en fonction de si c'est considéré comme une infraction grave ou très grave. Pour la France, on est sur 45 000 €, plus une amende journalière de 4 500 €, donc ça peut aller très vite. Pour l'Italie, c'est 50 000 €, et pour l'Allemagne, c'est 100 000 €. Bon, mais définitivement, ce n'est pas quelque chose à négliger. Ah, ça, c'est Ça, c'est sûr, ah oui. Bon, heureusement, maintenant, on peut proposer notre nouveau bouchon qui s'appelle Vitop Uno. Oui, c'est vrai. Donc, heureusement, on avait anticipé cette directive. Et donc, avec les collègues du département R&D, on a travaillé ces 2 dernières années pour développer un bouchon conforme à la nouvelle directive, mais qui reste aussi facile d'utilisation pour le consommateur. Donc, c'est un bouchon unique sur le marché, il est breveté, et donc il s'appelle Vitop Uno. Donc, avant de présenter le Vitop Uno, je voulais revenir rapidement sur le Vitop standard pour bien revoir l'inviolabilité, la partie détachable que l'on devait donc enlever avant d'utiliser le bouchon. Et puis, pour les pouch up, on avait aussi un opercule en aluminium qui était détachable et qu'on devait donc enlever avant d'utiliser le robinet. Donc, maintenant, avec le nouveau design, Vitop Uno, tout d'abord, il n'y aura plus d'opercule aluminium parce que c'est en dehors de la directive. Et donc, on a décidé de t'enlever cet opercule. Et puis ensuite, vous voyez qu'il n'y a plus de partie détachable. Donc, l'inviolabilité a été remplacée par un autre système. 2 petites parties plastiques qui se situent au-dessus des ailettes. Donc, c'est vraiment très facile à utiliser. Il suffit de presser les ailettes du bouchon, voilà, pour désactiver le système d'inviolabilité et se servir un verre de vin, un verre de lait en même temps. Donc, vraiment très facile d'utilisation. Bah oui, c'est vraiment comme ça. Cette année, on participe dans divers concours d'emballage avec Vitop Uno et les premiers retours de consommateurs ont souligné que c'est un cas vraiment rare quand la modification de design de l'emballage pour réduire l'impact environnemental améliore aussi l'expérience des utilisateurs. Bon, c'est souvent l'inverse. Oui. Et cette année, on a déjà vendu plus de 100 millions de Vitop Uno. Donc, c'est un grand succès. Bon. Beaucoup de preuves. Oui. Bon, Aline, Patrick, dites-nous s'il vous plaît, quel a été le processus de qualification de ce nouveau robinet? Et est-ce que nos clients trouvaient cette transition difficile ou pas? Donc, comme pour tous les nouveaux composants, le Vitop Uno a suivi un process de qualification très sérieux au niveau du laboratoire. Donc, tout d'abord, nous avons testé des prototypes et puis ensuite des pièces industrielles pour bien s'assurer que ces bouchons étaient conformes à nos spécifications internes. Donc, par exemple, on a testé les forces de décapsulage, d'encapsulage, on a testé l'étanchéité de la membrane. On a également fait des tests de vieillissement, on a vérifié la résistance à la température, à l'irradiation. Voilà, donc beaucoup de tests au laboratoire. Et puis en parallèle, parce que c'est obligatoire, on a aussi fait des analyses de migration pour s'assurer qu'on était toujours conforme à la réglementation européenne. Donc on a lancé au début pour des applications vin, puisque c'est reste quand même notre marché dominant. Et les équipes R&D ont été sur des sites de remplissage chez les clients pour tester sur différents types de poches, différents volumes, avec différents types de remplisseuses et vérifier que ça fonctionnait dans tous les cas de figure. On a également réalisé des études de durée de vie pour pouvoir prouver que la durée de vie des vins avec ce nouveau robinet était aussi bonne qu'avec l'ancien. Et donc, on a pu prouver qu'il n'y avait aucune différence entre les vins.
Bon, mais c'est formidable de se voir que Vito Puno est parfait pour le vin, parce que oui, c'est vrai que le vin reste notre marché principal. Et heureusement que nous avons amorcé le processus de la qualification et les essais de durée de vie suffisamment tôt pour garantir d'avoir une solution validée et à temps. Bon, ça c'est important. Mais le vin ne c'est pas notre seul marché. Bon. Et pour les autres applications, est-ce que nous sommes prêts avec Vito Puno également? Oui, donc on est prêt sur toutes les applications, hein. Même des applications qui sont un petit peu plus critiques, comme par exemple le lait ou les jus, parce que ce sont des produits qui sont sensibles aux contaminations microbiennes. Et donc, nos clients utilisent des process un petit peu plus agressifs, comme par exemple le remplissage à chaud ou le remplissage aseptique avec des outres irradiées. Donc, comme ce sont des process plus contraignants, on a voulu sécuriser en particulier ces types de remplissage. Donc, on a travaillé avec quelques clients chez qui nous avons récupéré des emballages remplis et au laboratoire, on a réalisé des tests d'étanchéité sur la membrane parce que c'était essentiellement sur la membrane qu'il y avait un risque et on a pu montrer que l'étanchéité était parfaite même après sans manipulation du bouchon, sans ouverture, donc c'est vraiment parfaitement sécurisé. Donc aujourd'hui, on peut dire que le Vito Puno est qualifié pour tous les process et toutes les applications. Bon, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, nous avons couvert toutes les industries impactées par la directive. Bon, c'est fait, c'est bon. Parfait. Donc, mais maintenant, est-ce que nous avons d'autres défis à relever ou pas? Oh que oui. Oui. Et le plus grand d'entre eux, c'est le règlement emballage et déchets d'emballage, en anglais Packaging Waste Regulation, qu'on appelle affectueusement PPWR, qui présente de très grands défis, mais également aussi des opportunités. Commençons par le défi. Patrick, explique-nous, s'il te plaît, qu'est-ce qui n'est pas bon avec ce design actuel? Alors, le design classique, que vous connaissez tous, n'est pas vraiment fait pour faciliter la vie du consommateur. Imaginons, rêvons un moment, on est à la maison, un week-end, on a invité des amis autour d'un barbecue, on boit un petit chardonnay en bag-in-box, et le bag-in-box est presque terminé. Donc il faut qu'on arrive à séparer la poche du carton pour pouvoir remplir les derniers verres. Alors on essaie de séparer par là, par la fenêtre, mais elle est trop petite. On essaie de séparer par en haut, mais c'est collé très fortement, on s'abîme les ongles. On est vraiment tenté de le jeter parce que les saucisses sont en train de brûler, on n'a pas toute la vie à passer là-dessus. Et c'est pas uniquement pour faciliter la vie du consommateur qu'on doit faire des changements, mais aussi pour le règlement PPWR. Parce que ce règlement impose qu'après 2038, les emballages doivent respecter un pourcentage de recyclabilité d'au moins 80%, sinon ils seront interdits. Si on n'arrive pas à prouver que les consommateurs finaux séparent parfaitement la caisse et la poche et posent les deux dans la poubelle jaune pour qu'ensuite ils puissent être séparés automatiquement dans les centres de tri et donc recyclés chacun dans leur filière, eh bien nous serons obligés d'évaluer le bag-in-box comme un emballage complet, à majorité carton, donc dans la filière de recyclage du papier carton. Et dans cette filière-là, le plastique n'est pas recyclé, donc on ne pourra jamais dépasser 75% qui est le poids du carton. Et la seule manière d'atteindre 80% serait d'augmenter le poids du carton, ce qui serait parfaitement ridicule. Donc c'est vraiment extrêmement important, d'autant plus que la Commission européenne va définir ses méthodes dans les 2-3 prochaines années. Donc il faut qu'on arrive à améliorer la situation très rapidement. Des essais menés par Citeo en centre de tri, les premiers résultats ont montré un taux de séparation d'environ 75%, ce qui montre qu'on a quand même 25% des clients encore à éduquer. Et puis ces chiffres devraient être confirmés et également peut-être dans d'autres pays. Oui, ça c'est hyper important. Pour résumer, afin de respecter le règlement PPWR, donc on doit prouver la séparation des deux matériaux, carton et papier. Donc pour après évaluer son propre taux de recyclage respectif dans leurs propres flux de recyclage. Et ils doivent atteindre le taux de recyclage défini par PPWR. Et sinon,
ça pourrait être comme ça que le bag-in-box est interdit sur le marché tout simplement. Donc c'est un grand risque quand même. Donc oui, c'est pas c'est sérieux. Donc on oublie. Donc tu as dit que éduquer les consommateurs c'est l'essentiel. Donc on oublie ce design ancien et apportons le design de Easy Easy Split Bag-in-box. Notre solution. Alors, imaginons, continuons de rêver, nous sommes toujours à la maison, le week-end, les amis, le barbecue. Cette fois-ci, on est en train de boire un petit verre de Sauvignon, parce qu'il n'y a pas que le chardonnay dans la vie, hein, quand même. Une belle surprise, c'est pas le même design. On voit qu'il y a des instructions claires sur le dessus, et dans les instructions, elles ne concernent pas uniquement comment sortir le robinet, mais également la fin de vie. Comment sortir la poche, que faire avec. Et je vois qu'il est très facile de sortir par la fenêtre qui est beaucoup plus grande. On ouvre la fenêtre, on sort la poche, on peut sortir les derniers verres. Et très important, on met les deux dans la poubelle jaune pour qu'ensuite ils puissent être triés automatiquement dans les centres de tri. Plus besoin d'être un bodybuilder, ma grand-mère peut le faire, plus de stress, les saucisses ne bougent plus, et tout va bien. Oui, cela semble très simple, mais bien sûr, il y a quelques ingénieries derrière cette solution. Quand nous avons travaillé sur ce sujet, nous avons fait une collaboration avec notre division carton ondulé et nous avons, pour nous assurer de voir tous les éléments nécessaires, et nous avons appliqué les guidelines de perforation développés et utilisés avec le succès par notre concepteur de caisse à Amsterdam. Tu peux nous en dire un peu plus, Galina? Oui, bien sûr. Voici le modèle autour de perforation créé par Global Experience Center qui est censé de montrer l'impact de la perforation et montrer bien que le diable se cache dans les détails. Donc, commençons par la perforation qui s'appelle zip. Donc, vous voyez deux lignes parallèles à la forme particulière. Donc, d'un côté, les deux lignes s'approchent l'une de l'autre et après, ça répète autour de la caisse, partout comme ça. Donc, il n'y a pas de changement. Pour l'ouvrir, la perforation, on peut tirer à partir de côté large ou à partir du côté étroit. Donc, c'est juste la direction qui change. Donc, on va essayer et regarder comment ça donne. Ce n'est pas très bien, donc c'est pas net. Et ça marche idéalement, donc c'est parfait. Donc, lorsque nous avons changé la direction de déchirure, nous avons changé aussi les points de stress. Dans ce deuxième cas, nous avons bien guidé la perforation où il doit tirer, donc se déchirer. Donc ça, c'est plus facile. Si on n'utilise pas cette approche, nous avons des situations quand c'est trop compliqué d'ouvrir, impossible d'ouvrir la fenêtre et nous voyons la déchirure dans tous les sens, donc c'est pas bon du tout. Donc après une légère optimisation de coupe de connexion peut aider ou faciliter les situations un petit peu, mais c'était trop dur d'ouvrir, donc j'ai appliqué beaucoup de force. Pour aller plus loin, on peut utiliser la coupe courbée, comme vous voyez ici. Bon, c'est plus simple, mais encore, nous avons des problèmes au niveau vertical. C'est difficile à ouvrir ou c'est pas net. Donc, on voyait le morceau de papier partout. Donc, pour améliorer tout ça, on peut changer le type de perforation, donc la configuration. Donc, ici, nous avons utilisé la perforation droite. On peut utiliser la perforation fine. On s'appelle ça fine. Donc, dans ce cas, c'est une perforation diagonale. Donc, on essaye. Bon, c'était facile et très net. Donc, comme nous avons voulu. Donc, ça, c'est très bon. Cependant, on doit être prudent de ne pas utiliser la perforation qui s'ouvre trop facile.
pour éviter les situations de l'ouverture prématurée pendant le transport ou stockage. Donc, ça, c'est important. En plus, on ne doit pas perforer trop la caisse, sinon la caisse deviendra trop fragile et instable. Bon, mais nous avons aussi les guidelines, comment éviter tout ça, mais ça, c'est plutôt pour les caisses qu'on voit dans les hypermarchés, mais c'est pas pour les fenêtres de bag-in-box. Bon, voilà, ce sont les guidelines utilisées pour le bag-in-box. C'est un sujet vraiment très technique. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, ce guideline, en fait, il a servi à développer ce nouveau bag-in-box EasySplit. Oui, c'est ça. Et comment est-ce qu'on s'est assuré que ça permettait de faciliter l'ouverture, mais que ça conservait la résistance de la caisse? Bon, le seul moyen est de faire le test de compression verticale. Donc, nos collègues de la division carton ondulé au Royaume-Uni ont effectué ce test de compression verticale et les résultats sont impressionnants, vraiment impressionnants. Notre EasySplit bag-in-box est plus solide que la caisse classique. Bon, même si nous avons utilisé la fenêtre plus grande, qui est pratique et qui est très bon, mais bien conçue. C'est ça. Pour faciliter la présentation de EasySplit, nous avons mis tous les éléments clés sur le poster. Donc, vous voyez que nos recommandations, comment placer la fenêtre, quelle forme à utiliser, donc avec tous ces détails de connexion de coupe, courbée, etc. Type de la perforation à utiliser. Après, donc les couleurs contrastes pour bien marquer le point d'ouverture, ça c'est aussi important pour les consommateurs. Et les pictogrammes déjà expliqués par Patrick, y compris les pictogrammes pour la séparation et recyclage. Bon, ça c'est hyper important parce que ça c'était le but de notre EasySplit. Bon, pour rendre plus clair, nous avons fait une vidéo. Cette vidéo pourrait être utilisée pour les consommateurs aussi, pour bien expliquer comment utiliser bag-in-box à chaque étape. Donc, on pousse la fenêtre, on place le robinet, donc ça c'est plus facile avec cette fenêtre. Après, avec un simple clic de Vitopono, on verse un verre de vin, de jus, d'eau, donc peu importe vous avez dans le bag-in-box. Vous profitez et après, vous enlevez la poche pour séparer. Vous pressez le contenu restant, vous avez déjà payé, donc pas de raison de gaspiller. Et actuellement, vous êtes prêt pour le recyclage correct. Vous avez deux composants séparés. Bon, ça c'est facile comme ça. Bon, le design a été breveté par Smurfit Westrock. Donc la solution et tous les éléments montrés sont disponibles pour nos clients. Maintenant, c'est à vous à parler à vos clients, à vos consommateurs, pour proposer cette solution innovante et bien expliquer pourquoi c'est important pour l'avenir du bag-in-box. Et en plus, c'est une solution qui est vraiment très facile à utiliser pour le consommateur, c'est encore plus pratique. Oui, c'est ça, c'est ça. Et si on continue sur la PPWR, Patrick, est-ce qu'il y a d'autres paragraphes qui sont importants pour le bag-in-box? Oui, alors c'est un règlement qui est très complet, il y a beaucoup d'éléments. Le plus important pour le bag-in-box, c'est notamment la réutilisation. Donc d'ici 2030, les distributeurs finaux devront s'assurer qu'au moins 10% de leurs emballages seront mis sous forme réutilisable. Et d'ici 2040, ça doit atteindre 40%. Donc, il y a des exceptions qui sont pour les produits hautement périssables. Donc, par exemple, les produits laitiers, les vins aromatisés et les spiritueux. Également, sur le contenu en recyclé, donc d'ici 2030, nous devrons incorporer 10% de résine recyclée pour les applications contact sensitives. Donc, c'est une nouvelle formulation qui signifie en réalité alimentaire et cosmétique. C'est-à-dire tout ce que l'on met en contact avec notre corps, soit qu'on avale, soit qu'on pose sur notre peau. Et donc, ça devra atteindre 30% pour les autres applications. Et d'ici 2040, 25% pour les applications contact sensitives et 65% pour le reste. Alors, on a déjà lancé, bien évidemment, des essais pour
essayer de monter le plus possible pour des applications non alimentaires en utilisant du recyclé mécanique. Mais le recyclé mécanique n'est pas autorisé pour les applications contact sensitives, donc on a besoin du recyclage chimique en complément, et on espère qu'il va pouvoir se développer le plus fortement possible, puisque la spécificité du recyclage chimique, c'est que la qualité est équivalente à celle du vierge, et donc on pourrait même monter jusqu'à 100%. D'accord. Alors, il y a un dernier paragraphe dans la PPWR qui concerne l'espace vide. Cette réglementation, elle impose que le vide entre l'emballage primaire et l'emballage secondaire ne dépasse pas 50%. Donc, de ce point de vue-là, le bag-in-box est parfait, parce qu'il n'y a pas de vide. Bon, c'est-à-dire le bag-in-box coche toutes les cases. Voilà. Bon, c'est idéal. On est presque fini notre webinaire. Pour conclure, nous avons discuté les changements significatifs de la législation sur l'emballage en Europe et leur impact sur bag-in-box. Donc, au début, nous avons parlé de la directive sur plastique à usage unique et notre solution Vitop ou non, oui, et qui reste encore plus pratique. Et après, nous avons présenté notre Easy Split Bag-in-Box qui améliore le recyclage de bag-in-box et qui répond à une nouvelle exigence de PPWR, qui est énormément important pour l'avenir du bag-in-box. C'est ça. Bon, si vous avez des questions ou d'autres sujets à aborder, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous d'avoir participé et à bientôt. Très bonne journée.